Très bien. Merci à tous, merci à tous les participants de la table ronde d'être là. Donc, je vais juste introduire un tout petit peu. L'idée, c'est de sortir un peu du cadre. On parle facilement de multicanal, on parle de sujets comme ça qui sont facilement tarte à la crème, alors que, qui peuvent le devenir, alors que le numérique, ça induit une vraie rupture dans la relation dans l'acte de vente en fait. Et l'idée, c'est de prendre du recul par rapport à ça et de se dire comment est-ce qu'on accompagne cette transformation. Donc, je ne vais pas en dire beaucoup plus, on va démarrer le tour de table. Déjà, chacun va se présenter et puis on va débattre de ce sujet de manière la plus interactive possible. Donc, je suis Jérôme Fressinet, je suis directeur technique des innovations de Decad. Donc, Decad, on est une société de services, on travaille dans le e-commerce, on accompagne nos clients dans le développement de leurs solutions et de leur plateforme commerce. Bonjour à tous, je suis Hakim Demora, je suis directeur marketing chez Auchan e-commerce, donc sur les enseignes Auchan.fr, Auchan Drive, Auchan Direct et Chronodrive. Bonjour à tous, je suis Martin Soler, je suis directeur du digital et du e-commerce en même temps, une entreprise de distribution B2B un peu partout en Europe. Bonjour, je suis Pinky Wang, je suis en vacances. Puisque je viens de quitter Chambry en tant que directeur général à Post IPO. Et auparavant, Pixmania dans l'équipe fondatrice pendant 12 ans et avant 6 ans à la Fnac. Et là on se dit j'ai 50 ans, mais pas loin. Bonjour à tous, Thibaut Mola-Dujardin, je suis directeur des opérations chez Alltrix. Alors pour ceux qui ne nous connaissent pas encore, on s'adresse aux passionnés de vélo, de running et triathlon. Donc aujourd'hui il fait beau, donc avis aux amateurs, s'il y en a qui veulent s'équiper, je suis à leur disposition. Il y a du monde commande. Bonjour à tous, je suis le CEO de Lengo. Lengo est une société qui aide les marchands à faire de la croissance avec leur catalogue produits. L'idée c'est qu'on aide n'importe quel marchand à structurer son catalogue sur tous les canaux d'acquisition possibles en e-commerce. Rebonjour à tous, François Zillerman, je suis l'un des deux fondateurs de Target to Sell et le CEO. Et Target to Sell, c'est une solution qui aide les marchands à vendre plus en proposant une expérience personnalisée, en proposant les bons produits à chaque visiteur, à chaque client. Bonjour, Thomas Léguyader, je suis fondateur et CEO d'Ivoc. On a une suite de solutions omnicanal qui permettent aux enseignes et aux marques de déployer un module omnicanal facilement, comme le click and collect, store locator, prise de rendez-vous, etc. Bonjour, Alison Muyard, je suis directrice cross-canal chez Camaïeu, donc un retailer prêt-à-porter français. Et je termine. Bonjour à tous, je suis Bertrand Pinault, je travaille à la FEVA, la Fédération e-commerce vente à distance. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est à peu près 600 membres d'entreprises de e-commerce et de solutions pour le e-commerce. Et on a une activité de représentativité, de représentation du secteur, de lobby, de décryptage juridique et réglementaire, et puis d'animation autour des technologies, de la livraison, du paiement, du juridique, tout un tas de choses. Voilà. Le e-commerce se porte plutôt toujours bien, avec une croissance en 2015 de 14%, donc pour atteindre un marché autour de 65 milliards d'euros. Voilà. Donc le marché continue à se développer. Voilà. Et va continuer ? Et il va continuer, on attend plus de 70 milliards en 2016. Alors ce que je vous propose, c'est qu'on démarre avec des retours d'expérience, des retours d'expérience terrain. Hakim, Martin, comment vous avez vécu de l'intérieur cette transformation numérique ? On a toujours fait de la vente à distance, donc c'est une discussion qu'on a avec François, c'est l'extension faire du e-commerce finalement était assez naturelle. Moi, ma volonté, mon job, c'est qu'il disparaisse, que chacun, l'ensemble de la boîte fasse du e-commerce et du digital. Très vite s'est mis sur l'e-commerce au travers de l'alimentaire, donc notamment avec la création des drives au début des années 2000. On a maintenant un peu plus de 2 milliards d'euros de chiffres qui se font sur la partie online, principalement la partie alimentaire. À travers la partie non alimentaire, qui reste un trafic extrêmement fort pour les magasins, là on a beaucoup plus de difficultés. Et là l'enjeu en effet, c'est de pouvoir retrouver toute cette force qu'on avait en magasin pour la restituer sur le web. Le modèle économique, notamment au travers de ce cross-canal, est encore à construire. Quand vous arrivez sur un site aujourd'hui, c'est cette expérience humaine, vous ne la trouvez pas, et donc notre enjeu derrière, c'est
d'arriver à amener du conseil, de la reco, et des choses qui vont nous permettre en fait de rassurer notre cliente et de l'aider à trouver le bon produit dans un catalogue qui est assez large chez lui. Le e-commerce est bien perçu par les magasins? Non, aujourd'hui le e-commerce est très bien perçu, on est présent partout. Nos clients ne viendront pas en magasin pour se mettre sur une borne, clairement ça jamais. Par contre, une vendeuse qui a les moyens derrière d'aider sa cliente de manière très efficace avec une tablette pour trouver le bon produit, le stock dans le magasin le plus proche ou sur le site, ça c'est clairement des choses qui sont utiles pour nous dans le travail de notre vendeuse. Pinky, ton expérience par rapport à cette évolution du commerce, avec ton parcours particulier? La réalité, c'est qu'il y a encore 5 ans, lorsqu'on parlait avec des patrons de marque, l'e-commerce était évidemment bien séparé et on avait deux choses. Les patrons qui pensaient que c'était encore l'Eldorado, c'est-à-dire qu'on pouvait faire de l'e-commerce et que ça générait, c'était un magasin ou le premier magasin. Et ils n'étaient pas capables à ce stade d'investir autant que dans un magasin. Ensuite, ils se sont retrouvés globalement, et c'est un petit peu dommage dans l'ensemble, c'est plutôt acculé par la baisse généralisée de trafic. Et là, il y a eu une petite alerte et ils se sont dit, bon tiens, il faut qu'on s'y mette. Et là, on a vu l'arrivée de beaucoup de CDO, donc les Chief Digital Officers qui sont arrivés, et la transformation a démarré. Mais en tout cas, la volonté elle doit forcément venir de la présidence ou de la direction générale. Il y a deux choses qui sont absolument fondamentales aujourd'hui, c'est la data, et c'est ça qui fait la différence. Et on a beau être digital native, c'est pas inné de passer beaucoup de temps sur la data. Donc il faut, je pense, implémenter une vraie culture de la data au sein de l'entreprise. Ceux qui ont réussi, généralement, c'est ceux qui ont réussi à maîtriser la data et de savoir où est-ce qu'ils voulaient l'amener, comment est-ce qu'ils voulaient l'optimiser et surtout pourquoi ils allaient dans cette direction. Donc il y a eu aussi pas mal d'évolutions sur les équipes techniques qui ont dû se former aussi en interne, qui ont dû choisir les bons prestataires, qui ont suivi les blattes sur certains secteurs. Et ça, c'est aussi et qui est encore plus vrai demain, puisque les technos avancent à une vitesse grand V. Et encore une fois, il y a plus en plus de data. Et ce qu'on fait aujourd'hui, on ne sera pas capable de le faire demain. Il faut constamment évoluer. Que beaucoup de personnes autour de cette table ont éduqué des consommateurs à utiliser des nouvelles technos, à utiliser du e-commerce, et qu'aujourd'hui c'est lui qui choisit le meilleur des mondes au moment où il le souhaite, pour l'usage qu'il souhaite, à l'endroit où il est. Un réseau physique se met à utiliser le web pour créer du trafic dans les points de vente et ça fonctionne, et un pure player se met à ouvrir des points de vente. Donc on voit bien que le retail physique n'est pas mort, que le e-commerce ne l'est pas non plus, et qu'aujourd'hui c'est un mix de tout. Le travail de la data, justement, elle a pour vocation à comprendre les comportements culturels des clients, les comportements culturels de l'enseigne aussi, et qu'on n'est pas dans une transformation, juste un changement de forme, mais bien un changement de fond. Quasi tous les achats sont drivés quand même par un data sur le web. Donc voilà, même si l'achat se fait en magasin, il faut cultiver ce canal e-commerce, ou en tout cas ce canal digital. Voilà, donc il y a trois tendances, le mobile, le marché et l'international. Alors, est-ce qu'on achète sur un mobile? Je ne sais pas, et c'est pas moi qui irai sur ce sujet-là. Par contre, on se renseigne sur un mobile. Mais pour que les clients achètent sur le mobile, il faudrait qu'on leur propose une expérience d'achat qui soit bien foutue. Aujourd'hui, le vrai défi, c'est le tracking, et encore une fois, c'est la techno et la data. Et je pense que c'est pas encore très près, mais demain, on arrivera, je pense, aussi à beaucoup plus mesurer ça, et il y aura plus d'impact, et on sera capable de faire beaucoup plus de choses aussi, quoi. On parle de push produit, ce genre de choses, on sera capable de faire pas mal de choses. Et du coup, on était voir nos clients, on leur a posé la question, et en fait, ils répondaient, bah oui, on utilise le catalogue papier parce que c'est beaucoup plus facile de trouver le produit qu'on cherche sur le papier que sur le web. Je pense que le mobile, c'est exactement le même sujet. Je pense qu'on aurait beaucoup plus de conversions mobiles aujourd'hui si les expériences étaient optimisées. Le problème, il n'est pas chez le consommateur qui n'est pas nature, qui ne veut pas utiliser son mobile. Le problème, il est chez nous, à fournir la bonne expérience, et le client, il ira, quoi. Nous, on est dans le B2B, le client, il cherche l'efficacité à tout prix, parce qu'il n'a pas le temps. On est tous des professionnels, on n'a jamais le temps, donc encore moins pour acheter une chaise de bureau. Et du coup, ils vont au truc le plus rapide. Donc ce qui est très nouveau aujourd'hui, au-delà de la technologie et de la data, c'est comment au sein des organisations on reconstruit ou on crée des marketing clients qui sont suffisamment puissants pour pouvoir opérer l'activation de cette data-là et faire en sorte qu'on puisse être centré consommateur. Et clairement, l'enjeu du paiement, l'enjeu du mobile,
Le mobile effectivement pour payer, le mobile pour repérer quelque chose qui est en magasin qui vous plaît et que vous voudriez commander chez vous plus tard ou vous faire livrer. Et donc la question de l'ID est clairement centrale. Il faut rapprocher les parcours entre un desktop, un mobile, une tablette, l'appli, puisque donc il y a pas mal de retailers qui ont une appli mobile, et il y a aussi le sujet de je passe de mon appli à mon site, à mon magasin. Donc comment est-ce que je fais le lien entre tout ça pour garantir une expérience cohérente en fait. Amazon fait à peu près 150 milliards de dollars de chiffre d'affaires et 36% de ce chiffre d'affaires est fait par des produits recommandés. Au moins 50% des transformations du mobile étaient en fait reprises et canalisées par le desktop. C'est-à-dire qu'en fait, quand on prenait le parcours, il était bien mobile, desktop. La transfo était donc attribuée forcément à la partie desktop. Et le mobile, en fait, n'avait pas récupéré la transfo. Quand on va voir nos clients, ils nous demandent de la personnalisation beaucoup à des fins de service. On sous-estime l'impact aussi de la personnalisation sur la qualité de l'expérience client et après sur l'attachement à la marque. Il faut maîtriser la data pour mieux comprendre le consommateur, pour arriver à une personnalisation. Parce que le consommateur, il est forcément unique. Donc là, on revient à l'ID client qui soit online ou offline. Et donc le parcours, l'expérience doit être maximisé. Si on veut faire face à Amazon, il faut avoir un contenu original. Donc on en revient à la data, on en revient au parcours vendeur digitalisé, on en revient à la personnalisation. Et tout ça, je pense, fait appel à chaque fois à la finesse. Je pense que c'est le maître mot. Nous, on regarde beaucoup les douleurs. C'est-à-dire qu'on regarde les parcours clients en disant là, il y a des douleurs, que ce soit pour nos clients ou pour nos collaborateurs. Et on essaye de voir si le digital peut être un outil pour répondre à ces douleurs-là de manière extrêmement précise. Si on a peur, on ne peut pas être agile, parce qu'on va vouloir viser l'effet Rolls-Royce et d'avoir tout bien super, d'avoir tout le monde dans le bateau, d'avoir tout fait, tout propre. Et c'est comme ça qu'on arrive à des projets qui durent extrêmement longtemps, qui coûtent très cher et qui n'arrivent pas à l'heure et qui ne délivrent pas ce qu'on attend. Et je trouve que dans plein de boîtes, la culture de l'échec, elle est encore elle est hyper taboue. Et du coup, pour moi, ces boîtes-là ne peuvent pas être agiles. L'intérêt de l'agilité, c'est d'être dans un concept où de se dire que l'univers concurrentiel est très fort sur l'ensemble du territoire. Le terrain de jeu n'est pas forcément français, mais européen, voire mondial. Et là, pour le coup, quand on a ce stress-là, on se dit que oui, l'intérêt de la digitalisation, d'être dans un pure player, ou en tout cas dans des grosses sociétés qui évoluent bien, c'est le test and learn. Les grosses boîtes font de l'agile, elles n'ont pas le droit à l'erreur. Le problème de ça, c'est que du coup, derrière, quand vous êtes en mode agile, quand vous avez une équipe projet qui est dedans, elle sait que vous allez avoir un lot 1, puis un lot 2, puis un lot 3, donc elle est habituée à cette dynamique-là. Le problème, c'est le reste de l'entreprise qui est impacté par ce projet-là, qui du coup prend la vague avec les effets secondaires. Soit vous embarquez tout le monde dans un projet agile, soit, en tout cas mon expérience, soit il vaut mieux pas y aller en mode agile au risque de perdre beaucoup de monde en route. Nous, on a inventé un truc qui s'appelle mode manouche aussi, qui est un peu le dérivé du mode agile. C'est quoi ? Qui est qu'on ne se pose pas beaucoup de questions et on est très pragmatique. Moi, ça ne me dérange pas de prendre des risques et d'échouer. Il faut aussi être agile dans l'échec, en fait. Et de se dire, on est capable de se retourner assez vite. Si vous recrutez des gens et si vous forcez votre équipe à être dans une dynamique de start-up, vous aurez beaucoup plus d'agilité. Si l'agilité aujourd'hui dans l'entreprise, ça consiste à faire 10 réunions pour être sûr que ce qu'on fait, tout le monde se soit bien approprié, eh ben, faisons ces 10 réunions et tout le monde se sera approprié. Et l'entreprise, à ce moment-là, elle sera agile. Pour aller vite, il faut d'abord être agile, mais pour être agile, il faut s'approprier les choses. Voilà, merci à tous et merci à suivre. Merci.